Nous vous attendons au standard de Sud Radio. Nous sommes en direct ce matin. Et ma première invitée est la sénatrice Anne Chain-Larché. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Les Républicains de Seine-et-Marne et vous êtes rapporteure de la proposition de loi contre la maltraitance animale qui vient d'être discutée au Sénat. C'était le 30 septembre. À quoi va servir cette proposition de loi? Quelles sont les mesures essentielles, Anne Chain-Larché, notamment en ce qui concerne les animaux de compagnie? Alors, les mesures essentielles tendent bien sûr, comme vous l'avez compris, à lutter contre la maltraitance. En fait, il y a des sujets qui sont abordés dans cette loi qui font en sorte que un détenteur d'animal doit être informé, doit s'engager sur tous les besoins spécifiques de l'animal. Il y a d'autres sujets aussi qui concernent l'abandon. La France, malheureusement, détient le triste record des abandons, 100 000 abandons par an. Donc on essaie de mieux sensibiliser, on essaie aussi de mieux sanctionner les abandons, surtout lorsque cela représente un risque de mort pour l'animal. Et donc cette sensibilisation, vous le verrez dans le détail, nous y avons apporté des éléments supplémentaires. C'est une loi aussi qui porte sur des sanctions pénales, qui malheureusement doivent être aujourd'hui augmentées parce qu'il y a des comportements déviants, des actes de zoopornographie, de zoophilie, de cruauté, de sévices graves qui sont infligés aux animaux. Et également une loi qui est importante parce qu'elle touche le sujet des delphinariums et des cirques. Alors, on va revenir après sur le volet faune sauvage, effectivement avec les delphinariums et les cirques, mais j'aimerais tout d'abord que l'on parle des animaux de compagnie. Vous parliez de renforcer la lutte contre la maltraitance animale et contre les abandons, qui est une forme aussi, bien sûr, de maltraitance. On le sait, en France, il y a beaucoup d'abandons chaque année. Vous évoquiez ce chiffre de 100 000 abandons par an, ce qui est absolument colossal. Alors, concrètement, en quoi cette loi va renforcer ces mesures de lutte contre les maltraitances animales sous toutes leurs formes? Alors, je pense que ce qu'il faut d'abord faire, c'est informer les personnes, leur dire que quand elles prennent un animal, ce n'est pas un bien de consommation courante, mais que cela engendre des frais, ça engendre une attention particulière. On parle des besoins spécifiques, et ça, c'est l'objet du certificat d'engagement et de connaissance qui devra être signé par l'acquéreur, dont il devra prendre connaissance. Et nous avons fait au Sénat en sorte qu'il y ait un délai de réflexion, en fait, de 7 jours entre le moment où on signe ce certificat et le moment où on prend possession de l'animal. Donc là, l'idée, c'est d'éviter vraiment l'achat impulsif, l'achat coup de cœur sans réflexion préalable. C'est ce qu'ont voulu les sénateurs. Exactement. Ce que nous avons voulu, c'est vraiment qu'il y ait un échange, alors que ce soit au niveau du refuge ou au niveau, par exemple, des éleveurs ou des animaleries. On a voulu qu'il y ait cet échange entre le moment vraiment où on veut prendre l'animal, l'acheter, l'échange en famille, l'échange sur ses besoins, et puis le moment où vraiment on détient l'animal. Les députés qui avaient étudié cette proposition de loi au préalable, c'était au mois de janvier dernier, eux avaient une position plus radicale sur la vente de ces animaux, notamment via les animaleries. Quelle est la position du Sénat exactement ? En fait, si vous voulez, les reproches qui sont faits par les députés aux animaleries et puis bon nombre aussi d'associations, c'est qu'ils disent qu'elles sont à l'origine d'achats impulsifs. Alors, moi, je recadre les choses. Vous savez, je me suis beaucoup déplacée sur le terrain. J'ai énormément échangé avec ces professionnels et on a fait aussi des tables rondes avec les associations, etc. Bon, les animaleries, en fait, vendent un peu moins de 20 000 chats et chiens par an. Il faut savoir que ce sont des magasins qui ont pignon sur rue, de grandes enseignes qui n'ont aucun intérêt à ternir leur image. Les animaux qui sortent des animaleries sont tous tracés, sont tous identifiés, sont tous vaccinés. Or, les 100 000 abandons ne peuvent pas être évidemment des abandons d'animaux sortis d'animaleries aux animaleries systématiquement. Tout à fait, d'autant plus que dans les abandons, il y a évidemment des animaux qui sont ça veut dire identifiés. que contrairement à la position des députés, les sénateurs ont fait le choix de laisser libre cours à la vente d'animaux en animalerie. Y a-t-il des restrictions sur cette vente ou en tout cas des demandes particulières formulées auprès des animaleries pour peut-être aller dans le sens de meilleures pratiques?
Nous n'avons pas fait de restrictions. Par contre, nous avons privilégié un meilleur encadrement avec des clauses de revoyure. Bon, l'encadrement à la fois sur la formation, sur les exigences en termes de soins des animaux, et également nous avons interdit l'exhibition des animaux en vitrine. Ça nous paraît indispensable. L'animal, une fois de plus, je vous le dis, ce n'est pas un objet, n'est pas un objet, n'est pas un bien de consommation courante. Et nous avons instauré ce délai de réflexion de 7 jours qui nous paraît très important. On parle d'achat impulsif le dimanche dans les animaleries ouvertes où la famille vient se promener. Eh bien non, on ne peut pas partir immédiatement avec son animal. On prend d'abord connaissance des exigences avec ce certificat de connaissance et d'engagement, et c'est seulement 7 jours plus tard qu'on peut venir chercher son animal. Et nous avons aussi fait en sorte que ces animaleries puissent travailler avec les refuges et les familles d'accueil. Ça, c'est un sujet important également avec les fourrières, parce que vous savez. Alors, de quelle manière créez-vous le lien entre animalerie, refuge, famille d'accueil et fourrière ? Alors, il faut savoir déjà que dans la pratique courante, ça peut exister. Il y a des animaleries qui travaillent déjà avec ces refuges et ces fourrières, mais nous l'avons inscrit dans la loi. Dans les refuges, les fourrières et les associations sans refuge et les familles d'accueil, il y a des animaux qui ont été donc perdus, qui ont fait un passage en fourrière éventuellement, qui de ce fait ont été identifiés et qui sont en fait proposés à l'adoption. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que les animaleries peuvent faire bénéficier à ces animaux un espace dans le magasin avec toute l'équipe de l'animalerie, bien sûr, pour s'occuper de l'animal et être proposé à l'adoption. Donc, vous voyez qu'en animalerie, on peut acheter un animal qui sera un jeune chiot ou chaton, et puis également adopter un animal qui a été abandonné. Ça nous paraît aller dans le bon sens. Ça se fait effectivement déjà aujourd'hui chez certaines enseignes. Je vais donner la parole à Jean-Pascal Giraud. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Natacha, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes vétérinaire expert auprès des animaleries justement, et vous portez aujourd'hui dans cette émission un peu leur parole. Selon vous, de quelle manière les animaleries doivent-elles évoluer dans leur pratique pour finalement accompagner cette évolution sociétale de cette volonté de lutter contre les maltraitances animales et des trafics en tout genre ? Alors, elles doivent évoluer, c'est sûr, mais là, tous les professionnels, en fait, sont absolument ravis des modifications et des amendements qui ont été apportés par la sénatrice. Oui, vous avez eu chaud, hein ? Voilà, oui, absolument. Et puisque le texte initial proposait tout simplement de supprimer la vente des animaux vivants sur les animaleries et de tous les animaux. Et pour vous, c'est une bonne chose que cette vente puisse perdurer ? Ce n'est pas contribuer à la maltraitance animale dans notre pays ? Pas du tout, pas du tout. Les animaleries, ce sont des commerces qui sont visibles. Ils sont, la sénatrice vient de le dire, mais ils sont déclarés, autorisés, contrôlés, suivis, respectivement par la préfecture, les DDPP, les vétérinaires sanitaires. L'arsenal réglementaire qui s'applique à ces établissements est particulièrement riche et donc particulièrement protecteur pour les animaux. Donc, supprimer les animaleries reviendrait à faire un retour en arrière. Excusez-moi Jean-Pascal, comment s'assurer que finalement les animaux qui sont proposés dans les animaleries sont des animaux qui sont issus d'élevage qualitatif et que tout est fait finalement pour qu'ils soient en bonne santé à la fois physique et psychologique? Alors, tout est fait parce que donc ces animaleries sont déclarées, autorisées, mais aussi le personnel qui y travaille est un personnel formé et qualifié qualifié dans des cursus qui sont des cursus imposés par l'État et donc qui imposent une amélioration permanente des connaissances et des compétences, et tout ça au service du bien-être animal. Et puis il y a un élément très important, c'est que ces animaleries sont des lieux de rencontre. Ce sont des lieux où se forment des couples. Et ce sont des lieux de proximité. Et ces couples, ce sont les couples homme-animal. Et dans l'écrasante majorité des cas, ce couple homme-animal, il est harmonieux. Parce que depuis 25-30 ans que les animaleries se sont développées sur notre territoire, eh bien en fait, et là je pèse mes mots, ce sont des dizaines de millions de Français qui sont allés acquérir et adopter des animaux sur les animaleries. Et ce réseau se développe et il est toujours présent.
c'est donc qu'il correspond à un besoin. Et ce besoin, c'est le besoin du lien qui existe entre l'animal et l'homme. Bon, en gros, pour faire simple, Jean-Pascal Giraud, votre position est de dire finalement les animaleries sont des professionnels et en les impliquant dans la présence de l'animal dans notre société, on ne fait que renforcer ce côté professionnel et c'est aussi une manière d'éviter des drames liés à la maltraitance animale, si je résume un peu votre position. Absolument. Merci. Nous sommes les professionnels et nous prenons une protection animale raisonnée qui allie à la fois l'émotion. Merci en tout cas Jean-Pascal pour cette intervention. Je reviens avec vous Anne Chain-Larché puisque vous êtes rapporteur de cette proposition de loi qui a pour objectif de lutter contre la maltraitance animale. Qu'en est-il du commerce d'animaux sur Internet? Parce qu'on sait que c'est un vrai sujet de protection animale. Alors, votre question me ramène au sujet des animaleries. Tel que le texte est sorti de l'Assemblée nationale, les animaleries n'auraient plus le droit de vendre absolument plus aucun animal. Donc on est revenu là-dessus, vous l'avez compris, avec certaines exigences, mais supprimer cette vente des animaux en animalerie, ça veut dire qu'inévitablement, on fait basculer toute cette économie vers un commerce totalement illicite, incontrôlable, et évidemment qui sera certainement frauduleux avec tous les trafics que vous pouvez imaginer sur Internet. Alors, ce que nous avons souhaité faire au Sénat, c'est bien sûr renforcer toute la réglementation de vente sur Internet et l'encadrement des plateformes. De quelle manière vous renforcez cette vente sur Internet? Alors, ce que nous faisons, c'est que nous donnons des normes pour certifier certaines plateformes et les autoriser à pouvoir vendre sur Internet. Alors déjà, la restriction... C'est-à-dire que ce sont les plateformes commerciales où les échanges ont lieu qui doivent s'engager pour garantir que l'échange de l'animal va se faire dans de bonnes conditions. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer? Exactement, avec notamment un sujet par exemple, on sait que sur certaines plateformes, pour ne pas la citer comme Le Bon Coin, il y a eu beaucoup d'échanges d'animaux et malheureusement très souvent dans des conditions on ne peut plus douteuses. Comment réguler ça? Alors, bien sûr. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir habiliter certaines plateformes à vendre selon des conditions d'encadrement, selon des conditions aussi qui vont leur permettre de vérifier la véracité de l'identification de l'animal. Donc, il y a un système qu'on a donc un encadrement des plateformes. Exactement. Encadrement des plateformes et vérification de l'identification de l'animal. C'est très important parce que vous pouvez donner un faux numéro d'identification. Ce que nous avons proposé au Sénat, est-ce que c'est réaliste d'être en capacité d'aller vérifier ce qui se passe sur ces plateformes? Vous savez, moi je vais vous dire mon point de vue là-dessus, que ce soit concernant les animaleries ou Internet, ce qu'il faut c'est que l'État se donne les moyens des contrôles. Aujourd'hui, les contrôles existent, le vétérinaire le disait à l'instant, mais malheureusement, je pense qu'on est en déficit d'agents susceptibles de contrôler. Donc nous, en fait, on veut mettre le contrôle au niveau du ministère de l'Agriculture, notamment pour les plateformes Internet. On va en discuter en commission mixte paritaire. Nous allons tous dans le même sens, que ce soit le gouvernement, le Sénat ou l'Assemblée. Nous allons essayer de trouver la meilleure solution pour encadrer le mieux possible les ventes sur Internet. J'aimerais parler avec vous, Anne Chain-Larché, d'un autre sujet, c'est celui des familles d'accueil. On sait qu'en France, il y a de très nombreux refuges, mais il y a aussi beaucoup d'associations qui ne disposent pas de refuges et qui travaillent avec des familles d'accueil, c'est-à-dire des familles qui vont accueillir temporairement un animal qui est en quête d'une famille. Quelle a été la position du Sénat sur ces familles d'accueil ? La position du Sénat est radicalement opposée à celle de l'Assemblée. L'Assemblée ne reconnaissait pas l'existence des associations sans refuge. Bon. Or, nous sommes, comme vous le savez, bien souvent les sénateurs sont issus du terrain, ont été maires, ont été présidents d'intercommunalités et on est parfaitement conscient des réalités de terrain. Or, sur le terrain, en milieu rural, il y a des associations sans refuge qui travaillent, qui font un travail formidable, qui prennent parce qu'elles ont leur réseau,
les animaux qui ont été abandonnés et qui les place dans des familles d'accueil. Ce que nous avons souhaité faire au Sénat, et nous l'avons fait, nous l'avons voté, nous avons réhabilité l'existence de ces associations sans refuge en leur donnant un véritable statut juridique avec les encadrements, avec les formations nécessaires, avec les garanties nécessaires et également pour les familles d'accueil, de telle sorte qu'elles puissent travailler et d'ailleurs qu'elles puissent travailler également avec les animaleries pour placer les animaux à l'adoption. Alors, on va donner la parole à Gorette Neves. Bonjour Gorette. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Vous êtes la présidente du collectif Chat et compagnie. Vous travaillez justement avec des familles d'accueil, donc j'imagine que vous vous réjouissez de cette proposition du Sénat. Oui, bien sûr. Nous sommes contents que la sénatrice Anne Larcher ait entendu la voix de ces associations, car nous étions très inquiets, car telle qu'elle avait été votée à l'Assemblée nationale, les familles d'accueil n'auraient pas pu être rattachées à des associations sans refuge, mais seulement à des refuges. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plus de 3200 associations sans refuge dans le territoire. Elles sont là où souvent il n'y a aucun refuge, où il y a un refuge, il peut y avoir aussi des associations sans refuge qui vont être complémentaires de ce refuge. Oui, elles sont sur le terrain, souvent elles stérilisent, elles tatuent, elles relâchent des chats libres en collaboration avec des maires ou pas. Donc, et dans ce sens, elles prennent en charge énormément d'animaux. Énormément d'animaux. Donc ça aurait été une catastrophe si elles étaient privées de ces familles d'accueil parce que ça met en jeu leur existence même et les 775 refuges français n'auraient pas pu absorber le travail de ces 3200 associations sans refuge. Ce serait donc ça pour vous c'est la bonne nouvelle de ce qui ressort finalement de cette étude de proposition de loi par le Sénat. En revanche, j'imagine que vous n'êtes pas forcément très satisfaite de ce qui a été décidé pour la stérilisation des chats puisque le Sénat ne souhaite pas imposer aux maires cette stérilisation des chats qu'on appelle les chats libres, c'est-à-dire les chats qui vivent à l'extérieur sans famille. Oui, non, en effet, on n'est pas très satisfait, même si je vous avoue, je m'attendais un peu. Nous voyons dans le territoire énormément de ces associations qui travaillent avec des mairies et souvent le collectif Chat et compagnie d'ailleurs avec le collectif Espoir qui est composé de l'arche des associations soutenues par One Voice, cofondée par Éthique for Animal et nous en faisons partie, nous avons fait une étude d'impact sur l'article 3 bis si ces associations ne travaillaient pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, elles stérilisent et tatuent et relâchent avec très peu de subventions. Sur 229 associations sans refuge interrogées, c'est près de 5 millions de frais vétérinaires qui sont dépensés. Et quand on va voir les aides publiques ou les aides des communes, elles sont très petites. Donc, forcément, on ne s'attendait que les maires ne veuillent pas mettre la main au portefeuille et avoir la charge et les responsabilités légales de ces animaux. Ceci dit, c'est pour nous primordial que la stérilisation soit rendue obligatoire et par les maires pour les chats errants et pour les particuliers, ne serait-ce que pour les animaux qui ne sont pas enregistrés au livre des origines françaises, qui sont les plus nombreux en refuge. Ça représente 98% des animaux en refuge, des animaux, j'entends par là des chats en refuge. Oui. Parce que pour les chiens, c'est différent. Donc, on aurait aimé qu'il y ait quelque chose qui soit fait. On a bien compris votre position, Gorette Neves. Merci beaucoup pour votre intervention. Anne Larcher, restez avec nous. On marque une courte pause pour étudier les autres mesures débattues au Sénat. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Ça fait du bien de pouvoir s'exprimer, de pas être censuré comme dans beaucoup de... Vos animaux et vous. Et ce matin, dans Vos animaux et vous, j'ai le plaisir de recevoir Anne Larcher, qui est sénatrice Les Républicains de Seine-et-Marne et rapporteure de la proposition de loi contre la maltraitance animale qui a été discutée au Sénat. C'était le 30 septembre, c'est-à-dire cette semaine. On va d'abord donner la parole à Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Bruno, sur l'antenne de Sud Radio. Que vous inspire tout ce que vous venez d'entendre? Oula, pas mal de choses. Pas mal de choses. Déjà, je voudrais signaler, si vous en êtes jamais aperçu, qu'en général, quand il y a un projet de loi, quand il est au Sénat, il est largement coupé. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et ce serait intéressant de voir ce qui va rester du projet de loi initial. Deuxièmement, là où je ne suis pas d'accord, il y a votre intervenante tout à l'heure qui disait quelque chose et qui s'est contredit juste après. Elle a dit textuellement que les animaux n'étaient pas une marchandise comme les autres.
Alors là, je suis entièrement d'accord avec elle. Par contre, apparemment, ça gêne pas trop qu'on les mette dans des cages, dans les magasins, derrière des vitrines, comme les autres marchandises. Ils ne sont plus présentés en vitrine, justement. Oui, mais vous savez, le soir, si vous aimez les animaux, vous devez le savoir, un animal qui est enfermé dans une cage, qui tourne en rond, et le soir, on ferme le magasin, et jusqu'au lendemain, etc., je ne pense pas que ce soit de bien-être animal. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est qu'on s'intéresse au magasin, on s'intéresse à toutes ces choses-là, mais j'ai pas entendu parler des conditions de vie des animaux, des conditions de détention, entre guillemets. Chez leur propriétaire, vous voulez dire. J'en parle, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'intervenir sur des chiens qui étaient laissés dans leurs appartements, sur des balcons, pendant des jours, avec une gamelle pour plusieurs jours, qui aboyaient, ou on laisse aujourd'hui en France, on laisse par exemple des gens adopter ou avoir des gros animaux, des dogs allemands, des bergers allemands, etc., dans des petits appartements de 20 ou 30 mètres carrés. Et ça, aujourd'hui, ils ont le droit de le faire. Quand le propriétaire s'en va le matin, à 8 h du matin, et qu'il rentre le soir à 17 h, et qu'un chien est enfermé 130 mètres carrés, moi, personnellement, j'appelle pas ça du bien-être animal. Là-dessus, il n'y a rien. Dans la loi, je n'ai pas entendu parler de quoi que ce soit pour ce genre de choses. Bruno, on va donner la parole à Anne Chain-Larché, puisqu'elle est rapporteure de cette proposition de loi. On a bien compris, Anne Chain-Larché, que le Sénat allait dans le sens d'un certificat d'engagement et de connaissance de la part du propriétaire. Mais comment, concrètement, cette loi pourrait-elle contribuer à lutter efficacement contre la maltraitance animale? La maltraitance, ce sont bien sûr des actes violents, mais ça peut être aussi l'abandon et ça peut être aussi le fait de ne pas s'en occuper correctement. Exactement. Alors, c'est le sens de ce certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. C'est important de sensibiliser. D'autre part, la sensibilisation, nous en avons beaucoup parlé en séance. Elle se fait venant de l'Assemblée dans le cadre du service national universel. C'est un module que propose l'Assemblée. Moi, ce que j'ai considéré, c'est qu'il fallait également que ça se fasse à l'école dans le cadre de l'enseignement moral et physique. Tout du long de la scolarité, il faut sensibiliser les enfants qui deviendront de jeunes adultes à cette condition animale et aux obligations que l'homme doit avoir vis-à-vis de l'animal. Et ça fait partie des propositions qui ont été faites par le Sénat, par les sénateurs. Nous l'avons voté de façon unanime. Très bien. Et cette sensibilisation nous paraît indispensable. Ce que dit votre auditeur tombe sous le sens. Il y a tout un tas de personnes qui prennent des chiens qui ne se rendent absolument pas compte des besoins, des exigences que cela comporte. Il faut donc sensibiliser. Après ça, bien sûr, si on est témoin d'actes de cruauté, de mauvais traitements, nous avons renforcé un certain nombre de sévices, de peines infligées en cas de sévices, en cas de comportement déviant, en cas de comportement irresponsable, qui peuvent conduire à la mort de l'animal ou à des blessures graves, si vous voulez. On est allé parfaitement dans son sens et on a renforcé tout ça. Merci Bruno pour votre intervention. On va donner la parole à une deuxième auditrice, c'est Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio en direct ce matin. Vous, quelle est votre réaction par rapport aux propos que vous venez d'entendre sur notre antenne ? Écoutez, moi je trouve très bien qu'il y ait des projets de loi comme ça qui sont là pour surveiller la maltraitance animale et la condamner surtout. Comme j'ai envie de dire toutes les maltraitances. Après, il faut quand même garder une raison et de laisser l'animal à sa place. Je dis ça, je suis propriétaire d'animaux toute ma vie. J'ai eu des chiens. J'en ai un actuellement que j'ai pris à la SPA il y a 8 ans, qui est génial, mon Marcel. Et donc on l'aime, on l'élève avec mes enfants. Enfin, tout se passe très bien, mais on le laisse quand même à sa place. Il faut quand même pas faire d'amalgame entre l'animal. Je suis choquée quand je vais chez des amis où je vois que le chien ou le chat prend la place de l'enfant ou de l'homme, ou passe avant les maîtres. C'est pas pour ça. Alors, je condamne la maltraitance animale, mais je condamne aussi la mauvaise place réservée à l'animal. Je sais pas si je suis claire dans mes propos. Si, vous êtes parfaitement claire, Delphine. On comprend bien que votre vision, c'est chacun à sa place, mais dans la bienveillance partagée.
Exactement. Et quand j'entendais parler d'éducation tout à l'heure, je trouve que ça, c'est une super mesure. L'éducation des enfants. Exactement. Tout à fait. Éduquons les enfants en leur disant c'est pas un jouet, ça a des contraintes, il faut le sortir régulièrement, il faut, si on a un jardin, il faut enlever les crottes dans le jardin, il faut le nourrir, il faut, s'il est malade, il faut aller chez le vétérinaire, c'est un coût. Il faut éduquer les enfants comme ça. Moi, j'ai grandi avec des chiens, donc je sais ce que c'est. Mes enfants ont grandi avec des chiens, ils savent ce que c'est. Mais ceux qui n'ont pas la chance d'avoir cette éducation dans la famille, il faut que ça passe par l'école. On éduque dans le respect et donc forcément de la connaissance de l'animal. Merci Delphine pour cette intervention. On va maintenant passer au volet faune sauvage avec vous, Anne-Charles Larcher, rapporteur de cette proposition de loi contre la maltraitance animale. C'est vrai que là, ça fait encore plus débat peut-être. La position du Sénat est assez décriée, notamment sur votre position concernant les delphinariums. Pouvez-vous déjà nous l'expliquer ? Alors, les delphinariums, ce sont des parcs zoologiques aquatiques accueillant des mammifères marins. En France, il y a 21 dauphins qui sont détenus dans 2 parcs, les Marineland et Planète Sauvage. Et 4 orques. Et 4 orques qui sont au Marineland d'Antibes. Bon. Ce que la loi dit, c'est que déjà, elle veut interdire la reproduction, notamment chez les dauphins. Le problème, c'est que interdire la reproduction, c'est s'assurer qu'on va les mettre sous contraceptif, et ces contraceptifs sont cancérogènes. Là, je pense qu'il y a maltraitance. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que ces dauphins ne supportent pas d'être séparés. Donc, au cas où on veut les séparer pour éviter la contraception, ils le vivent très mal et ils dépriment. Et en bref, c'est une autre forme de maltraitance. Et puis, il y a un sujet aussi très important, c'est que vous sachiez que ces 21 dauphins ne sont pas la propriété de ces 2 parcs, mais appartiennent à un programme européen qui est un programme de recherche pour venir apporter des réponses aux espèces de cétacés menacées. Oui, donc, alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie quand même derrière ça ? Parce que aujourd'hui, les scientifiques sont quand même relativement unanimes sur le fait que les besoins vitaux de ces animaux ne peuvent pas être remplis dans ces parcs, parce que tout simplement, ils n'ont pas ni l'activité physique ni l'activité intellectuelle qui correspond aux besoins de leurs espèces, qu'il s'agisse des orques ou des dauphins. En fait, les dauphins tels qu'ils sont examinés dans les parcs peuvent apporter des réponses pour lutter contre l'échouage. Vous savez que là, c'est 21 dauphins dans les parcs, mais c'est 20 000 dauphins qui sont échoués chaque année sur les plages du monde entier. Donc, de faire des recherches, en fait, c'est faire des recherches sur la perception par les dauphins des ondes magnétiques, faire des recherches sur leurs moyens de communication entre eux, de telle sorte qu'on puisse éviter ces échouages. Mais ça va bien au-delà, comprendre pourquoi certaines espèces sont menacées et pas d'autres, et trouver des solutions pour éviter que ces espèces ne disparaissent un jour. Donc, soustraire la France à ce programme de recherche me paraît une ineptie. Les autres pays européens le feront, apporteront eux des réponses, et nous, malheureusement, nous ne serons pas... Il y a quand même aujourd'hui une vraie volonté de la part du grand public de ne plus voir des spectacles avec ces animaux, de ne plus s'amuser en regardant les dauphins sauter, en regardant les orques danser juste pour notre plaisir, parce que c'est quand même une aberration par rapport à leurs espèces. Alors, ce que nous avons proposé... Donc, comment aller dans le sens de ces animaux ? Bon, vous avez cet argument pour la recherche qui peut être largement discuté, mais comment aller dans le sens du bien-être de ces animaux et dans le sens d'une évolution sociétale qui quand même est peut-être plus en avance que l'évolution de nos élus. Alors, il est important de savoir qu'actuellement, les parcs zoologiques aquatiques ont une réglementation qui date de 1981 et de 2004. Et depuis, il n'y a plus un texte. Donc aujourd'hui, le texte que nous avons voté au Sénat veut arriver à la même finalité, c'est-à-dire la prise en compte de tout ce que vous venez de décrire, mais en proposant qu'il y ait un comité spécifique composé de membres des vétérinaires de la faune sauvage captive, de membres de la Commission nationale de la faune sauvage, de membres bien sûr des delphinariums, des ONG, du ministère, et qui discutent ensemble de l'évolution des pratiques dans ces 2 parcs qui restent aujourd'hui en France avec ces 21 dauphins. Et de telle sorte qu'on puisse
définir de nouvelles modalités à la fois de détention de ces mammifères, des recherches qui pourraient être effectuées dessus, l'évolution des spectacles qui ne seraient plus des spectacles mais des démonstrations pédagogiques. Au Sénat, nous avons considéré qu'il fallait plus rapprocher l'homme de l'animal pour mieux le comprendre et mieux le protéger quelque part, parce que cette protection passe par une bonne compréhension. C'est aussi le sens de la pédagogie que nous avons voulu mettre dans le texte de loi. Alors, ce qui surprend aussi quand on regarde la position des sénateurs, c'est votre position concernant les animaux de cirque. Alors, les députés ont été beaucoup plus loin que vous en souhaitant interdire le fait de posséder des animaux sauvages dans les cirques. Nous ne souhaitons pas au Sénat interdire la possession d'animaux sauvages par les cirques. Nous souhaitons pour quelle raison ? Tout le monde. Pour quelle raison ? Parce que nous considérons qu'il y a un vrai sujet. Vous avez parlé tout à l'heure de l'opinion publique. Moi, je pense que en dehors de tout cela, oui, ça peut poser un problème de voir certains animaux comme des girafes, des éléphants, des hippopotames détenus. Et surtout, là, le sujet, c'est l'itinérance, c'est-à-dire déplacé à chaque fois que le cirque se déplace. C'est l'itinérance et c'est aussi l'incapacité de ces établissements, même avec la meilleure volonté du monde, à donner à ces animaux des conditions de vie qui correspondent à leurs besoins physiologiques, tout simplement. Bien sûr. Alors, je peux vous dire que la bonne volonté, elle est là. Je les ai rencontrés, écoutés, auditionnés, et ils savent très bien qu'il faut faire évoluer tout cela. Mais le Sénat ne s'oppose absolument pas contre la version de l'Assemblée, mais une fois de plus, souhaite édicter une liste d'animaux très clairement interdits. Alors, lesquels seront très clairement interdits dans les cirques ? Est-ce qu'on va continuer à avoir des fauves, par exemple, ou des éléphants ? Ça, je ne peux pas vous le dire parce que le Sénat préconise qu'il y ait à nouveau un comité spécialisé avec cette fois-ci des circassiens, en plus de tous ceux que je vous ai listés tout à l'heure, de telle sorte qu'il y ait un consortium et que cela décide des animaux qui seront oui ou non interdits, plutôt que de prendre un arrêté brutal au niveau du ministère de la Transition écologique et faire en sorte que cela n'ait pas pu s'exprimer. Moi, voilà, ce que nous défendons au Sénat, c'est le fait que le cirque en France est un patrimoine, c'est un choix de mode de vie. Mais le cirque peut exister sans la présence d'animaux sauvages. Je crois qu'aujourd'hui, ça a clairement fait ses preuves. Ça a fait ses preuves et ça fait son chemin. Beaucoup de cirques ont des animaux domestiques qu'ils transportent et qui sont itinérants. Les spectacles évoluent, mais pour autant, je pense que concernant ce patrimoine auquel nous tenons et que nous reconnaissons au Sénat, je crois qu'il faut traiter les cirques correctement, mettre en place ce comité, les mettre autour de la table, à l'issue de quoi une nouvelle liste sera édictée, les arrêtés ou les décrets pris et les interdictions à ce moment-là sur certaines espèces d'animaux clairement dites. Je vous rappelle une fois de plus que le dernier texte date de 2004. Il est obsolète et il faut le réactualiser pour faire évoluer les pratiques. Nous en sommes parfaitement conscients et nous sommes très volontaires. Anne-Jeanne Larcher, une dernière question. Quelles sont les prochaines étapes du calendrier législatif par rapport à ce projet de loi ? Alors, la loi, et c'est une belle réussite au Sénat. Il faut savoir que celle qui a été votée jeudi soir, elle a été faite de façon vraiment transpartisane, puisque nous avons obtenu l'unanimité des votes dans les groupes politiques. Seule La République En Marche s'est abstenue, mais abstenue seulement. On a reconnu que ce travail avait été fait en concertation avec chacun, et c'est vraiment un travail collégial qui a été voté. Alors maintenant, nous attendons que soit inscrit par le gouvernement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, une commission mixte paritaire. Nous avons déjà de bons espoirs que cette commission mixte paritaire aboutisse. J'ai rencontré le député Loïc Dombreval et longuement discuté avec lui des points qui pouvaient être encore des points de blocage. Mais sachez qu'au Sénat, nous sommes extrêmement décidés à faire en sorte que cette commission mixte paritaire aboutisse, de telle sorte qu'il y ait enfin un texte, puisque donc ce texte, on peut imaginer le voir arriver pour quand ? Alors, tout dépendra de la commission mixte paritaire et de la date à laquelle elle sera décidée. Probablement, en tout cas au plus tard, avant la fin de l'année, je pense que nous devons pouvoir nous mettre d'accord sur une date de commission mixte paritaire. Et une fois de plus, je vous le dis, nous sommes parfaitement décidés au Sénat à essayer de la faire aboutir de telle sorte qu'il y ait un texte intelligent, bien construit, prenant compte des réalités de terrain et équilibré pour la protection animale. Merci Anne-Jeanne Larcher d'avoir été avec nous ce matin en direct sur l'antenne de Sud Radio et pour toutes les explications que vous avez pu nous apporter.
porter. Allez, une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler faune sauvage.